Cette semaine, exceptionnellement, on casse le cadre. Le Point s'est déplacé au Salon du Livre pour faire un grand point de situation sur la marche du monde. Rien que ça. Allons-nous vers la paix ou vers la guerre? Notre invité spécial, Jacques Attali, va tout nous dire. Also sprach Nostratali. C'est au programme du Point ce soir. Bienvenue à toutes et tous sur les Monts Bleus. Et bienvenue à vous, maître Jacques Attali. Tant de casquettes, on ne sait pas comment vous présenter, enfin on va les dénombrer. Vous êtes économiste, vous êtes chef d'orchestre aussi, un écrivain extrêmement prolixe. Combien de livres à ce jour? 86. Et surtout peut-être que l'histoire retiendra d'abord de vous que vous avez été le Mazarin de la Ve République, celui qui chuchote à l'oreille des présidents, de François Mitterrand, dont vous avez été le conseiller durant tout son règne, à Emmanuel Macron aujourd'hui. Non, c'est inexact. Je n'étais le conseiller que de François Mitterrand et pendant 10 ans, pas pendant tout son mandat. Et les autres présidents, le hasard de la vie fait que je les connais, mais je n'ai pas de rôle particulier, aucune influence sur eux. Et je préférais rester comme écrivain que comme le soi-disant Mazarin, qui était d'ailleurs un homme à la fois fascinant et extraordinairement corrompu, dont l'image ne me plaît pas beaucoup. Et vous sortez aujourd'hui 2 livres que je recommande très sincèrement, ô combien intelligents et lucides, mais dark et radicaux, il faut le dire, comme notre monde. Et ils se font écho, ces 2 livres. Bienheureux soit notre monde, c'est le premier, c'est un livre d'anticipation, je le montre à la caméra. C'est un livre d'anticipation où, évidemment, au titre évidemment ironique, où vos alter ego sont des sortes de Che Guevara qui vont tenter de sauver notre monde effectivement qui va mal. Le monde mode d'emploi, c'est le titre de votre 2e ouvrage, Comprendre, prévoir, agir, protéger. Là, on est plutôt dans l'analyse et c'est votre côté Marx, voire Bakounine, qui ressort. Tous 2 ces ouvrages sont parus chez Flammarion et vont nourrir bien évidemment notre discussion. Je l'ai dit, ce monde est dark et radical aujourd'hui, c'est sûr, mais jusqu'où? La grande question qui se pose aujourd'hui, c'est allons-nous connaître en Europe et même en Suisse la guerre dans les prochaines années, Jacques Attali? Une des menaces dans ce livre, Le monde mode d'emploi, je définis 4 grandes menaces. L'extrême concentration des richesses qui conduira à un désespoir et des révolutions obscures, le danger climatique, le danger de la guerre, et un danger plus difficile à percevoir qui est le danger de l'artificialisation du monde et de la vie, tant par l'intelligence artificielle que par les génétiques. Et ces 4 formes de menaces sont toutes les 4 suicidaires. Alors on peut insister sur la guerre parce qu'elle fait les titres, et on oublie le climat qui est un désastre, on oublie les inégalités qui sont facteurs de violence, et toutes ces 4 menaces s'interagissent l'une avec l'autre. L'intelligence artificielle peut être un élément de la guerre, le climat peut provoquer des guerres, les inégalités provoquent des guerres, l'artificialisation est un outil de la guerre. La guerre est en effet là. Et je compare souvent ce qui se passe en ce moment à ce qui s'est passé entre 1908 et 1913. En 1908, on avait tous les moyens de faire un XXe siècle très heureux. On avait des progrès techniques extraordinaires, le moteur à explosion, le moteur électrique, l'ascenseur, la radio, l'automobile, l'avion, tout était là d'un point de vue technique. On a vu des débuts de démocratie dans les pays qui n'étaient pas. Il y avait la révolution de 1905 en Russie, des débuts de globalisation. On avait le sentiment que la guerre était impossible parce que le roi d'Angleterre, l'empereur d'Allemagne et le tsar de Russie étaient cousins germains, que leurs économies étaient extrêmement intégrées. Tout était en place pour un XXe siècle très heureux. Et pourtant, on a eu la Première Guerre mondiale, une épidémie extrêmement tragique, une grande crise financière, une Deuxième Guerre mondiale, et le siècle a continué tout au long à être un siècle d'extrême violence évitable. Nous sommes exactement dans la même situation. Nous avons 5 ans devant nous pour éviter de prendre le mauvais virage ou de choisir la mauvaise voie au carrefour. Dans 5 ans, on peut se trouver dans une guerre planétaire comme en 1914, ou on peut se trouver dans un 21e siècle qui aura réussi à éviter les erreurs du siècle précédent. Oui, justement, vous réhabilitez la science historique. Je ne vais pas vous en faire le reproche en tant qu'historienne, face à l'économie notamment. Mais qu'est-ce qu'on doit aller puiser justement dans l'histoire contemporaine pour éviter? Parce que la grande question aujourd'hui, notamment qui se pose à l'Europe, c'est est-ce qu'on doit prévenir la paix,
préparer la paix en faisant la guerre et très concrètement aller à l'encontre de la guerre face à Vladimir Poutine, ou bien justement est-ce qu'on doit préparer la paix en faisant la paix et notamment en contraignant l'Ukraine à une paix forcée? Ça, c'est la grande question évidemment qui agite le débat aujourd'hui. C'est une des questions, parce qu'il se passe des choses en Corée du Nord, il se passe des choses en mer de Chine, il se passe des choses au Moyen-Orient. La question que vous posez... Qu'est-ce qu'il en est de la guerre en Ukraine aujourd'hui? Alors, ça c'est une des questions. D'abord, je réponds sur le fond d'un point de vue... si on veut prévoir l'avenir, il faut connaître le passé. Le passé nous apporte des leçons qui ne seront pas toujours répétées, mais j'ai montré dans ce livre qu'il y a beaucoup de choses qui se répètent d'une période à une autre. Et aujourd'hui, l'histoire nous apporte beaucoup. Et l'histoire elle-même dépend beaucoup de la géographie. Si on veut comprendre véritablement le monde, il faut d'abord connaître la géographie. Vous voulez comprendre un conflit, il faut regarder les cartes. Si vous ne savez pas où est Odessa, vous ne comprenez rien au conflit en cours. Si vous ne comprenez pas la position géographique de la Turquie, de la Roumanie, de la Moldavie, vous ne comprenez rien. Si vous ne comprenez pas où sont les pays baltes, vous ne comprenez rien à ce qui se passe. Donc d'abord, la science première, c'est la géographie. Et de ce point de vue, quand on regarde l'histoire et la géographie, on se rend compte que la Russie a un complexe d'enfermement, d'encerclement, depuis au moins 1453. Pourquoi 1453? C'est quand le dernier empire orthodoxe tombe, Constantinople, sous les coups des musulmans. La Russie reste le dernier empire orthodoxe et donc elle a le sentiment d'être encerclée au sud par les musulmans, à l'est par les Chinois et à l'ouest par les catholiques. Et donc elle a ce sentiment d'encerclement depuis ce moment. Et dès que la Russie, tout au long de son histoire, depuis ce moment, dès qu'elle a un sentiment d'être enfermée, elle fait tout pour ouvrir les fenêtres et les portes pour avoir des issues. Elle a construit un port en Méditerranée, à Latakia en Syrie, qui est russe. Elle a tout fait pour avoir des ports en mer du Nord, avec Saint-Pétersbourg, et l'accès est si important pour elle. Et pourquoi il y a cette question des pays baltes? Elle crée les conditions d'une relation aussi équilibrée que possible avec la Chine, en se méfiant d'une invasion russe chinoise à Vladivostok. Elle fait tout pour avoir des bonnes relations avec la Turquie, pour avoir l'ouverture vers la mer Noire et vers la Méditerranée. Et naturellement, elle se méfie terriblement de la présence européenne et américaine sur son front occidental qui peut contribuer à son enfermement. Donc dès que cette présence devient très insistante, elle se méfie. C'est une vieille tradition russe qu'on peut à la fois comprendre et considérer qu'il faut la dépasser, car ce n'est pas... les Européens ne proposent pas à la Russie d'être enfermée, les Européens proposent à la Russie d'être européenne. Or, la Russie est européenne. Et moi, depuis toujours, un de mes combats a toujours été d'inscrire la Russie dans l'Europe. Quand j'ai eu l'idée qu'ensuite ça s'est fait de créer la Banque européenne de reconstruction et développement, c'est pour faire d'arrimer la Russie à l'Europe. Et il fut un moment, entre 91 et 2000, où il y avait une perspective de faire de la Russie un acteur majeur de la construction. Et je suis convaincu qu'après les épisodes que nous vivons aujourd'hui, comme après la guerre franco-allemande, on a fait la paix avec l'Allemagne, on a construit l'Europe ensemble, quoi qu'il arrive maintenant, on construira une Europe dans laquelle la Russie aura toute sa place et où la Russie comprendra qu'elle n'a aucune peur à avoir d'être encerclée et enfermée par les Européens, et où les Européens comprendront que la Russie est européenne et mérite d'être traitée comme un partenaire européen. Alors, dans le débat actuel, sans dire que la situation est la même, il ne fallait pas faire la paix avec Hitler. Et on a pu construire la construction d'une Europe démocratique, non pas avec Hitler, mais après Hitler. Et aujourd'hui, même si la situation n'est pas du tout la même, puisque la Russie de Poutine n'a pas envie d'envahir la France, ou l'Allemagne, comme l'Allemagne nazie a eu envie d'envahir, donc la situation est très différente. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut baisser la garde. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut accepter un compromis qui conduirait inévitablement à l'effondrement du régime ukrainien, à la présence d'un régime pro-poutinien, je ne dis pas pro-russe, mais pro-poutinien à Kiev, et qui conduirait à donner un sentiment qu'une nouvelle fois que les démocraties sont faibles et ne résistent pas face aux dictatures.
Oui. Donc vous suivez la ligne d'Emmanuel Macron Non, avec... pas exactement. Je rappelle peut-être pour nos spectateurs la ligne d'Emmanuel Macron qui a fait effectivement monter le débat d'un cran en disant que justement il y aurait possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. D'abord, il n'est pas un grand témoin en Europe. Il n'est pas le seul à dire ça, puisque tous les pays d'Europe du Nord et maintenant la Pologne disent la même chose. Pour ma part, je pense que le vrai discours serait d'être crédible en matière de défense. Le message serait beaucoup plus fort si nous augmentions massivement nos moyens en armement, si nous étions capables de travailler en économie de guerre pour produire davantage d'armes et d'être davantage puissants. Ce que respecte une puissance totalitaire, c'est la force. Ce n'est pas en menaçant d'envoyer quelques soldats sur le front, ce qui n'est pas une menace crédible, qu'on sera respecté. C'est en ayant une vraie capacité de défense forte. La France l'a avec l'arme nucléaire, mais nous ne l'avons pas dans les autres dimensions. Et c'est pourquoi je crois beaucoup à l'importance d'une Europe de la défense et de se donner les moyens de se défendre. Les forts ne respectent que les forts. Mais on n'est effectivement pas encore en économie de guerre, enfin peut-être qu'on n'y sera jamais, mais en tout cas on est en lexique de guerre depuis quelques années, si bien que tout discours pacifiste, on voit effectivement les Allemands sont traités de lâches aujourd'hui. On a eu notre président de la Confédération, Alain Berset, qui s'est fait étriller il y a 2 ans quand il a parlé justement d'hystérisation autour de la thématique de guerre et qu'il fallait justement aller appeler au calme. Est-ce qu'on a raison d'être justement dans une espèce de recrudescence guerrière, en tout cas dans le lexique aujourd'hui ? Le vocabulaire n'est pas l'important. Le vocabulaire, c'est de la petite politique politicienne. Ce qui compte, c'est la force. L'Allemagne nazie n'a gagné la première étape de la guerre, non pas sur les discours hystériques d'Hitler, mais sur le fait qu'il, depuis 1933, il s'était doté d'une industrie et d'une armée extrêmement puissantes. Les États-Unis n'ont pas gagné la guerre dans la deuxième partie sur des discours belliqueux, mais sur une industrie extraordinairement puissante. Et quand vous dites nous ne sommes pas en économie de guerre, heureusement, je ne suis pas d'accord. Nous devrions y être. Nous n'avons pas besoin de faire des discours. Mais par contre, avoir les moyens de faire la guerre pour éviter d'avoir à la faire, oui. Mais est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui? Est-ce que la population supporterait? La France est extrêmement endettée. On parle partout de baisse du pouvoir d'achat. C'est la préoccupation première. Est-ce que les populations européennes sont d'accord de faire cet effort-là aujourd'hui? C'est ce que je explique dans ce livre. C'est-à-dire qu'on a un choix à faire. C'est pas à faire plus encore et plus de dettes, c'est faire autre chose que ce qu'on fait. Je distingue dans ce livre que vous avez présenté tout à l'heure ce que j'appelle l'économie de la vie et l'économie de la mort. Dans l'économie de la mort, il y a tout ce qui touche autour de l'énergie fossile, des sucres artificiels, et des chocolats faits avec autre chose que du chocolat, des horreurs. Et tout ça représente plus de 50% du PIB. Les vêtements artificiels et tout ça. L'économie de la vie, c'est les énergies renouvelables, la santé, l'éducation, la démocratie. Et vous mettez la défense, effectivement. Je mets la défense dans l'économie de la vie. La défense, bien, c'est un mot pudique aussi pour dire l'armement. Ça veut dire que l'armement fait partie de l'économie de vie. L'armement fait partie de l'économie de la vie parce que la seule façon de protéger des démocraties, c'est d'avoir un armement et une armée et une police. L'état de droit, rule of law, est fondamental. L'économie de la vie est impossible sans état de droit. Il n'y a pas de rule of law sans police, sans justice, sans prison, sans armée. Donc ça fait partie de l'économie de la vie. Donc basculer de l'économie de la mort à l'économie de la vie, dépenser beaucoup moins dans le pétrole, dans la nourriture artificielle, dans les pesticides, dans le sucre artificiel, dans tout ce qui nous tue, et plus dans les moyens de nous défendre, de développer la culture, la santé, l'alimentation saine, et me paraît une priorité. Et ça ne veut pas dire que les populations n'y trouveraient pas leur compte. On n'a pas besoin de dépenser plus. On doit qu'à dépenser autrement. Est-ce que les populations aussi seraient prêtes à mourir aujourd'hui, y compris pour leur propre pays en Europe occidentale? Si on n'aime pas la vie, on n'est pas prêt à mourir. Et si on aime la vie, on est prêt à mourir. Et vous croyez franchement, quand vous regardez autour de vous, en France, encore plus en Suisse, on n'a pas connu grâce à je ne sais pas quelle politique, on n'a pas connu la vraie guerre. On peut imaginer qu'effectivement les gens seraient prêts à partir, à s'embarquer, à laisser partir leurs enfants? Non, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. On n'est pas dans une guerre menaçante comme en 14 ou en 39. Il ne s'agit pas d'envoyer les jeunes Français ou Suisses se battre en Ukraine. Il s'agit d'avoir une position dissuasive
par des armements et par une économie forte et puissante, une économie dissuasive en se dotant des moyens d'intelligence artificielle, de production, nous permettant d'assurer notre souveraineté alimentaire, notre souveraineté technologique. Être aujourd'hui en situation de défense, de défense sérieuse, c'est être souverain. Ça veut dire ne pas dépendre de qui que ce soit pour les terres rares, pour les semi-conducteurs, pour tout ce qui crée les conditions d'indépendance. Ça veut dire, et c'est ce que l'Europe commence à faire, regarder très précisément en quoi nous sommes en situation de dépendre d'un maître chanteur qui peut nous mettre à genoux parce qu'il possède ce que nous n'avons pas et se préparer à l'éviter. Le vocabulaire, le guerrier n'a aucun intérêt. Et ce qui compte, je dirais, paradoxalement, c'est se mettre en économie de guerre au service de l'économie de la vie. Développer tous ces secteurs massivement, sans faire beaucoup de bruit. Pas la peine d'en faire du bruit, mais le faire vraiment. Et donc, oui, ce que vous décrivez bien dans votre livre, c'est que les risques de guerre dans les prochaines années, d'ici 2050, vont se multiplier, que ce soit effectivement la protection ou la recherche de ressources, la défense de son territoire, ou simplement le fait qu'il n'y a plus d'organisation internationale pour réguler tout ça. Il n'y a pas d'organisation internationale. Et pour l'instant, les conflits principaux, il y en aura aussi liés au climat, à l'eau, qui est une source de conflit. Il y a aujourd'hui des conflits dont on ne parle pas, au Soudan, en RDC, où il y a des... Vous faites une liste longue comme le bras de conflits dont vous dites que tous vont impliquer les États-Unis, la Chine et l'Europe, probablement. Mais si vous regardez ceux dont on ne parle pas, en République démocratique du Congo, il y a des centaines de milliers de morts tous les ans, surtout des femmes et des enfants, qui sont les victimes de combats entre les troupes qui viennent du Rwanda et les pillards de toute nature, et une population désarmée, et ces gens-là viennent... Ces armées viennent prendre les ressources naturelles du Katanga, c'est-à-dire de la RDC, pour l'emmener ailleurs, pour fabriquer nos téléphones portables. C'est une guerre économique et d'une extrême violence. On ne parle pas de ces conflits. Les principaux conflits aujourd'hui, en dehors de cela, sont des conflits entre des dictatures qui ne supportent pas d'avoir un pays qui leur ressemble et qui est une démocratie. Des dictatures qui ne supportent pas qu'il y ait un pays voisin qui est une démocratie et qui pourrait attirer l'attention de leur propre population. Le gouvernement autoritaire en Russie comprend bien que l'Ukraine est en train d'aller vers la démocratie, mais même si la démocratie n'est pas parfaite, comme elle est parfaite nulle part, et ne peut pas tolérer l'idée qu'une population qui ressemble beaucoup à la population russe vive dans une démocratie. C'est intolérable. De même pour le Parti communiste chinois, il est intolérable qu'un régime comme Taïwan, qui est une population chinoise, vive dans la démocratie que le Parti communiste chinois refuse à sa propre pays. De même, la très imparfaite démocratie israélienne est entourée de gens qui, dans ses voisins, ont du mal à tolérer une démocratie dans la région. Et Dieu sait que je critique l'actuel gouvernement israélien qui, pour moi, est un gouvernement criminel face à des monstres qui sont ceux qu'il a en face dans le Hamas. Donc il y a un jeu qui n'est pas le nord contre le sud, mais qui est l'idéal démocratique contre la réalité totalitaire. Et c'est ça la vraie bataille d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, précisément, on voit que cet idéal démocratique est miné, pas seulement par ceux qui l'entourent et qui l'envient peut-être, mais en tout cas qui lui veulent du mal, mais de l'intérieur. On voit qu'il y a une recrudescence des forces de droite dure qui sont partout à l'œuvre. Hein. Trump sera-t-il, vous le dites dans votre livre, sera élu aux États-Unis, Orban en Europe. Là, on dit justement, nous sommes dimanche, hein, juste avant les résultats des élections portugaises, mais là, vraisemblablement l'extrême droite devait faire une percée absolument ahurissante au Portugal, partout en Israël, etc. Comment ces démocraties vont-elles tenir le coup dans les années à venir? D'abord, ce sont des élections libres et les gens votent comme ils veulent. Et ces élections sont réversibles. Vous avez cité des exemples de basculement vers l'extrême droite, mais vous pourriez citer l'exemple de la Pologne qui vient de basculer dans le sens inverse. Le gouvernement polonais était un gouvernement extraordinairement réactionnaire d'extrême droite et ils ont perdu les élections et c'est un gouvernement pro-européen qui a pris le pouvoir, même si le président de la République continue à faire ce qu'il peut pour empêcher le gouvernement de gouverner. Mais ce n'est pas la victoire de l'extrême droite
dans les démocraties n'est pas du tout assuré et ça dépend de nous que de l'empêcher. Oui. Mais alors, à l'inverse, est-ce que cette alliance... Ces extrêmes droites, d'ailleurs, sont des alliés des régimes totalitaires. Parce que toutes ces extrêmes droites que vous avez citées ont pris parti pour le gouvernement russe contre les... Mais est-ce que ça ne pourrait pas paradoxalement assurer une certaine stabilité? On voit effectivement Milei qui tombe dans les bras de Trump, Orban qui va voir Trump, c'est sûr que les Portugal qui se réclament de Bolsonaro. Est-ce que justement l'alliance de toutes ces droites dures, peut-être parfois même antidémocratiques, à travers le monde, y compris avec la Russie, ne pourrait pas garantir une forme de stabilité à l'avenir? La stabilité, madame, c'est la mort. Pardon? La stabilité, c'est la mort. Si vous voulez être stable, il suffit de tout abandonner, vivre dans des dictatures, comme disait la Boétie, jouir de la servitude. Oui, ça c'est stable, c'est parfait. La France occupée par Vichy, et par les Allemands et le gouvernement à Vichy, c'était formidablement stable. Ça aurait pu durer un siècle s'il n'y avait pas eu la résistance, et surtout les Anglais et les Américains pour nous aider à en sortir. La stabilité, c'est la mort. La démocratie, c'est le changement, les erreurs, la liberté. La liberté n'a rien à voir avec la stabilité. Et moi, je préfère la liberté à la stabilité. Mais est-ce qu'on la souhaite encore, cette liberté, aujourd'hui, quand on voit effectivement l'envie qu'ont beaucoup de populations, notamment dans les pays démocratiques, à vouloir des régimes plus autoritaires? Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on doit en tirer comme conclusion? Ils n'ont pas envie de régime totalitaire. Ils ont envie d'être protégés. C'est pas la même chose. Ils ont envie d'être protégés contre des ennemis réels ou imaginaires. Ils ont envie d'être protégés contre le fait qu'ils n'ont... Comme je l'ai dit tout à l'heure, les inégalités sont telles qu'ils n'ont pas accès aux richesses. Ils ont envie d'avoir accès à ce que les plus riches reçoivent. Et ils ont envie d'être protégés contre ceux qu'ils considèrent comme des gens qui viennent prendre leurs biens. C'est-à-dire soit les étrangers, soit l'État. C'est un désir de protection, ce n'est pas un désir de régime autoritaire. Protéger aussi contre les mauvaises nouvelles, notamment contre le climat. Ça d'ailleurs c'est un des grands combats de toutes ces droites qui les unissent, c'est d'être plus ou moins climato-sceptique. Absolument. Effectivement. C'est l'idée de détourner... Pour que l'extrême droite gagne, il faut que le seul combat soit contre les étrangers. Et donc il faut minimiser les autres dangers qui sont le climat, la guerre. Donc non, on va faire la paix, c'est pas un problème. De façon à ce que le seul ennemi soit l'étranger. Monsieur Trump ne fait sa campagne que sur une seule chose, le chiffre totalement imaginaire de 12 millions de migrants arrivant aux États-Unis sous la présidence Biden. Ce qui est complètement faux. Il en est à dire qu'il y a 100 000 par mois, ça doit être de l'ordre de 10 000, mais de façon à focaliser l'attention là-dessus pour gagner. Si on mettait en place les autres sujets, la justice sociale, l'éducation, la santé, il n'aurait aucune chance. Oui, mais c'est la peur. C'est la peur d'être déclassé. C'est la peur de ne pas pouvoir, comme vous l'avez dit, jouir comme l'ont fait peut-être nos parents, etc., dans les générations suivantes. Et finalement, on préfère une vérité alternative tout à fait. C'est pour ça que la démocratie ne peut survivre que si l'avenir des enfants peut apparaître meilleur que la vie des parents. Or aujourd'hui, à cause du climat et à cause des inégalités, l'avenir est confisqué. Un jeune d'aujourd'hui, dans la plupart des pays, il ne pense pas qu'il va pouvoir vivre mieux que ses parents. Il voit que le salaire de ses parents n'augmente pas, il voit qu'il n'y a pas de perspective de mobilité sociale, il voit que le climat est catastrophique et qu'on ne fait rien. Il a l'impression que l'avenir est confisqué et c'est intolérable. La liberté, c'est d'abord la liberté d'avoir un avenir différent de celui de ses parents. Donc pour ça, il faut qu'il y ait une mobilité sociale et une capacité de changer les choses. Il n'y a pas de démocratie sans mobilité sociale. Et la démocratie ne peut pas être la conservation. Tocqueville avait bien montré que la démocratie stable conduit à la dictature parce qu'elle conduit au conformisme. Et le conformisme, c'est la dictature. Oui, mais en même temps, comment est-ce qu'on fait pour parer ces menaces-là, et notamment la menace climatique, mais même la menace de guerre, avec une démocratie qui, justement, dont la population, justement, refuse de voir ces problèmes-là? D'ailleurs, vos deux livres sont assez radicaux dans les propositions qu'ils font. C'est des gens qui prennent le maquis et qui vont avoir des actes... Dans le roman... J'ai catégorisé ça de Che Guevara, mais oui, on est là-dedans dans quelque chose... Le roman commence comme ça jusqu'à ce que le héros se rende compte que ce n'est pas la solution. Et il change d'avis. Et il fait autre chose. On ne va pas dévoiler, mais il considère que c'est une mauvaise voie, puisque au début du roman, ils assassinent
un président d'entreprise qui va à Davos et il se rend compte qu'il est remplacé par un autre et que ça ne change rien. Donc ce n'est pas la solution. La solution est dans un changement de comportement de chacun de nous et de changement de comportement des dirigeants, ce qu'on appelle en allemand Weltanschauung, une autre vision du monde qui suppose une action et qui est en marche. Par exemple, un des grands principes qui est très important, c'est de prendre des décisions dans l'intérêt des générations futures. Ça, c'est un principe essentiel. Peu de gens savent qu'il y a déjà 20 pays au monde où ne pas prendre une décision conforme à l'intérêt des générations futures est anticonstitutionnel. La France vient de rejoindre ce camp. Et si toutes les décisions que nous prenions étaient conformes à l'intérêt des générations futures, comme les parents prennent des décisions en fonction de l'intérêt de leurs enfants, si nous comprenions que nous avons intérêt à traiter tous les humains comme nous traitons nos enfants, ça changerait. Et c'est peu à peu ce qui est en train d'arriver. Beaucoup de gens prennent conscience que c'est intolérable, qu'on ne peut pas laisser le climat aller à 4 degrés, qu'il faut faire des choses. Alors, tout le problème est que s'il faut le faire de façon juste, qu'on ne peut pas demander aux plus pauvres de payer pour ça, mais il faut le faire et on le fera. Alors c'est vrai que M. Trump voudra libéraliser l'usage du pétrole et des gaz bitumineux, mais en même temps, on voit des pays comme la Chine, qui exploite aujourd'hui plus de la moitié du charbon du monde, faire un grand virage. La Chine n'est pas une démocratie. Elle a les moyens autoritaires de faire appliquer des choses que la population ne voudrait pas. Oui, mais il y a en même, et c'est tout le sujet d'aujourd'hui, est-ce que la prise en compte de l'intérêt des générations futures sera mieux faite par des démocraties ou par des dictatures? Je prends un exemple historique, j'attache toujours de l'importance à l'histoire. On a souvent expliqué que Roosevelt, en mettant en place la politique keynésienne, a changé l'histoire et a permis de résoudre la crise. On oublie que le premier keynésien, c'était pas Roosevelt, c'était Mussolini. Que le deuxième, c'était pas Roosevelt, c'était Lénine. Que le troisième n'était toujours pas Roosevelt, c'était Hitler. Et que Roosevelt a été le premier démocrate à mettre en place une politique de grands travaux et de développement social. Et donc il y a une sorte de théorème dans l'histoire qui veut qu'une politique démocratique efficace commence parfois par un détour totalitaire. Et en effet, on peut avoir un détour totalitaire où les gouvernements totalitaires diront « j'agis dans l'intérêt des générations futures, circuler, il n'y a rien à voir ». C'est ça que les démocraties doivent éviter. Je rêve de ce qu'au Parlement français, comme au Parlement suisse, il y ait une chambre qui parle au nom des générations futures, qui parle au nom de ceux qui ne sont pas encore nés, sans laisser ce privilège, cette légitimité à des dictateurs qui en fait parleront au nom de leur privilège. Mais à quel prix? Parce que si on parle effectivement d'Hitler, de Staline, etc., il a fallu beaucoup de casse pour justement que se construise un édifice, notamment européen, qui soit pacifiste et qui soit pour le bien de tous. Là, pas pacifiste, pacifique. Pacifique. C'est pas la même chose. Pour le bien de tous. Là, quelle casse on va devoir payer? Le moins quel possible. Prix on va devoir payer le justement moins possible pour si on est capable de tirer les leçons. C'est pour ça que j'écris et que je parle. Oui, mais justement, j'aimerais bien que vous... Est-ce que vous arrivez à nous lire le passage, parce que vos personnages sont très lucides, ont un regard extrêmement noir sur justement ce que veulent et ce que peuvent les gens aujourd'hui. Donc là, si vous arrivez à le lire, ce passage de Ehud, ça c'est l'un de vos personnages principaux. Les cours que je donnais à la Sorbonne devenaient de plus en plus radicaux, il venait de plus en plus de monde. Je décryptais pour eux ce monde où certains piétinent l'avenir de leurs enfants pour un peu d'essence, où la liberté de chacun mène à la mort de tous, où la démocratie est devenue la veulerie, où les politiques ne sont que des pantins, où ceux qui protestent manquent d'audace pour tenter vraiment de changer le cours de l'histoire, où l'esprit est dominé par la matière, ce monde où la poursuite du bonheur n'est qu'un masque de la perversion, où le plaisir devient une tyrannie, où la quête du confort fait perdre tout courage, où l'égoïsme pousse à la déloyauté, où la drogue et le sexe sont devenus les principaux moyens de faire fortune parce qu'ils permettent d'oublier l'avenir, où plus personne ne cherche la vérité parce qu'elle n'est presque jamais douce, où chacun est paralysé par l'immensité des menaces et des enjeux. J'ai expliqué à mes élèves que le suicide de l'humanité était proche, que notre génération serait le fossoyeur des suivantes. Ça, c'est la vision effectivement réaliste, extrêmement réaliste et cruelle de ce que les gens sont aujourd'hui. Est-ce qu'on arriverait franchement à faire l'effort qu'il faudrait pour éviter les catastrophes qui sont annoncées? Il y a beaucoup de façons de faire. Mes héros le font le premier héros étant de le faire par la violence, il échoue.
le second héros trouve une façon de le faire complètement différente et que je ne veux pas dévoiler parce que c'est la surprise du roman. Le mec est radical aussi. On est toujours dans la radicalité et dans le maquis quelque part. Non, je peux le dire, il fait un jeu vidéo. Et il a compris que les livres, ça ne sert plus à grand-chose, que les films, c'est pas vu par grand monde, et qu'il y a 3 milliards de personnes qui jouent à des jeux vidéo et que si on veut parler aux gens, il faut leur parler par des jeux vidéo. Et il essaye de faire prendre conscience des enjeux du monde par le jeu vidéo. Ça peut marcher. Mais il hack des esprits. Je veux dire, on n'est pas... Non, on ne peut pas dire qu'un roman soit hack les esprits. Il essaye de parler aux gens par un moyen qui est celui qui va être celui de l'avenir, qui est l'œuvre d'art de demain, qu'on appelle un jeu vidéo, mais qui est tout sauf un jeu, et qui n'est pas vidéo, qui va être de la réalité virtuelle, la réalité augmentée, dans laquelle on entrera dans une réalité. La question est, est-ce qu'on va se noyer dans cette réalité pour oublier le réel, ou est-ce que ça va être une prise de conscience pour le réel? Je pense que ça peut être une prise de conscience pour le réel. D'ailleurs, pourquoi est-ce que votre héros s'appelle Ehud Olmert? Je me suis posé la question pendant... C'est très proche phonétiquement de Ehud Olmert, qui est l'ancien président, l'ancien Premier ministre israélien, du Likoud. Et je n'ai pas compris la signification. Je cherche toujours des noms qui ont une belle sonorité, qui renvoient à des choses mystérieuses, et c'est tout. C'est juste des belles sonorités pour les noms. Donc il n'y a pas de sens à y voir. Non. Ça m'offre néanmoins une transition. Il est d'origine libanaise, chrétienne, donc c'est pas du tout la même chose. Ça m'offre néanmoins une transition parce que si dès 2014 vous regardiez la guerre en Ukraine comme un possible foyer justement pour une troisième guerre mondiale, dès 2014, oui. Vous le disiez. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit voir aussi Gaza, ce qui se passe en Israël et à Gaza, comme un foyer pour une troisième guerre mondiale, ou ça restera... C'est tragique, il faut que ça cesse. La seule solution, c'est 2 États, chacun reconnaît l'autre, mais ça reste quelque chose de local. Je suis plus inquiet comme déclencheur d'une guerre globale de ce qui se passe en Corée du Nord. Parce que la Corée du Nord a l'arme nucléaire, pas encore miniaturisée. Et si la Corée du Nord se dote vraiment d'une arme nucléaire et a les moyens de la transporter pour aller frapper la Corée du Sud ou le Japon, alors la Corée du Sud et le Japon vont se doter de l'arme nucléaire. Et donc, l'Indonésie se dotera de l'arme nucléaire, l'Iran de l'arme nucléaire, l'Arabie Saoudite de l'arme nucléaire, et on aura une vingtaine de pays avec l'arme nucléaire. Et là, à ce moment-là, la probabilité qu'elle soit utilisée sera beaucoup plus grande. Les pays du monde, la Chine, la Russie, les États-Unis ont fait l'immense erreur de laisser la Corée du Nord se développer. Chacun pensait que ça ennuierait l'autre. Les Russes pensaient que ça ennuierait les Américains, les Chinois pensaient que ça ennuierait les Russes et les Américains pensaient que ça embêterait les Chinois, et on a laissé ce monstre se développer, et maintenant c'est très difficile de l'empêcher. C'est là le vrai danger planétaire, même si les autres sont... Et pas en Iran. Pas en Iran, c'est pas à cause de l'Iran justement que les Américains n'interviennent pas, ne retiennent pas la main d'Israël, de Benjamin Netanyahou en Israël. C'est un des enjeux. C'est un enjeu, évidemment, mais le régime iranien est très affaibli de l'intérieur. Et ça peut entraîner une violence et une volonté de sortir par le conflit. Mais j'ai du mal à penser qu'une guerre nucléaire menace dans cette région-là. Je ne le pense pas. D'ailleurs, vous êtes assez laconique. Vous dites, quand vous faites votre pronostic à l'aune 2050, qu'il y aura un grand conglomérat qui pourrait aller de l'Iran justement jusqu'en Arabie Saoudite. L'Iran ressemblera à quoi à l'aune 2050? Pas laconique. Je pense que si on regarde les puissances de 2050, les États-Unis resteront une superpuissance, mais ça ne sera plus la puissance dominante. Je ne pense pas que la Chine remplacera les États-Unis comme la superpuissance planétaire. Je ne crois pas. Il n'y aura pas de pôle, de domination. Je crois que l'Inde sera croissante, très puissante, mais pas encore une puissance planétaire. L'Europe peut-être, si elle arrive à se doter d'une véritable armée, d'un gouvernement. Mais vous dites aussi que l'Europe pourra ne plus exister en tant qu'entité. Elle pourrait aussi ne plus exister. Donc c'est un qui tout double. Comme c'est parti, c'est mal parti, non? Non, c'est pas mal parti. Si vous voyez les 5 dernières années, l'Europe a fait énormément de progrès. Elle a très bien géré le Covid, plutôt très bien. Elle se donnait le moyen d'investir. Elle a commencé à lancer une Europe de la défense. Non, c'est plutôt bien parti. On a créé. L'Europe fait comme la Suisse. Les nations se construisent soit par conquérants extérieurs, soit par l'union des peuples.
La Suisse a commencé à s'unir, non pas par un conquérant, mais par l'union des peuples face aux envahisseurs. La Suisse a mis 4 siècles pour le faire. Nous n'avons pas 4 siècles en Europe. On fait une construction d'une nation par le bas, comme la Suisse, mais on doit le faire en 100 ans et pas en 4 siècles. On a fait en 50 ans, enfin depuis énormément de choses. Depuis 5 ans, énormément de choses. Il reste quelques briques, l'Europe de la défense, l'Europe de la protection en général, l'État avec un vrai gouvernement, ça vient. Je pense que par rapport à votre question, il y a une puissance régionale qui est en train de se construire, qui va de l'Égypte à l'Iran, de l'Arabie Saoudite à la Turquie, en passant par Israël, qui fera partie de cet ensemble, et la Palestine sera un État de cet ensemble, qui sera 400 millions d'habitants, avec beaucoup de moyens intellectuels, avec les pays qui ont avancé intellectuellement dans cette région, comme Israël, mais ce n'est pas le seul, et avec beaucoup de moyens matériels à cause des ressources énergétiques. Et les pays comme certains pays ayant des grandes ressources matérielles ont compris qu'il faut faire la transition. C'est le cas de l'Arabie Saoudite ou des Émirats qui font la transition vers l'économie de l'intelligence. Donc cette région a un potentiel de devenir un marché commun du Moyen-Orient extrêmement puissant et qui jouera un rôle dans la géopolitique planétaire. Dans lequel un Iran sorti de sa situation actuelle, redevenant la grande civilisation perse, a toute sa place. Mais avec une consommation climatique, parce que vous parlez de la chaleur qui va monter partout, sans parler du Moyen-Orient, comment est-ce qu'on va vivre sans avoir... Il faut à tout prix changer. Nous sommes partis pour le suicide de l'humanité. Nous ne sommes pas du tout sur 1,5 degré, on est sur 4 degrés. D'ailleurs, la température ici est sûrement climatisée, y participe. Nous sommes tous totalement inconscients. On est sur 4,5 degrés maintenant, et sans doute 7 ou 8 si on ne fait rien. Ça, c'est un vrai suicide de l'humanité. Alors, est-ce qu'on aura peur assez vite pour changer? Je ne sais pas. C'est pour ça que je dis qu'il faut aller très vite vers l'économie de la vie et sortir à toute vitesse des énergies fossiles. Charbon, pétrole et gaz. Mais pour la situation actuelle à Gaza, le problème c'est qu'effectivement là aussi on a l'impression que les radicalités sont vraiment celles qui sont plébiscitées, que ce soit en Israël où on voit que malgré tout le Likoud fait le plein des voix dans la population israélienne et le Hamas reste assez puissant et avec un discours qui porte... Je ne suis pas d'accord avec vous. En Israël, la majorité n'est plus du tout... S'il y avait des élections, M. Netanyahou serait balayé. Les élections municipales, il a fait un raz-de-marée. S'il y avait des élections législatives maintenant, il serait balayé. J'en suis convaincu. Il y a des manifestations tous les jours. Il est très largement responsable de ce qui s'est passé à Gaza. Oui, mais la politique qu'il mène est plébiscitée malgré tout. Elle n'est pas plébiscitée. Il y a encore, en effet, une majorité d'Israéliens qui pensent qu'il faut aller chercher les otages par tous les moyens. Et si... moi, j'ai pris souvent cet exemple. S'il y avait eu une bande de terroristes qui avait pris le pouvoir à Genève et qui était venue détruire... faire 10 000 morts à Grenoble. Comment vous croyez qu'aurait réagi la France? Ah non, mais il n'y a pas du tout de jugement moral, effectivement. Simplement, ça c'est une réalité que les Israéliens aujourd'hui, parce que traumatisés maintenant, notamment, ont de la peine le Hamas a joué à ça. Le palestinien à leur porte. Non, il reste une très large partie de la population israélienne qui a compris ce que moi je répète depuis toujours. Le pays qui a le plus intérêt à la création d'un État palestinien, c'est Israël. C'est nécessaire pour sa survie parce qu'il faut de la stabilité. Le Hamas qui veut chasser tous les Juifs, tuer tous les Juifs, veut à tout prix empêcher la naissance d'un État palestinien. Et donc le Hamas pousse les Israéliens au crime. Le piège dans lequel Netanyahou est tombé en allant faire ses attaques criminelles aujourd'hui, c'est exactement ce que veut le Hamas. Le Hamas se moque de sa propre population. Il fait tout pour qu'Israël fasse le plus de mal possible, de façon à créer un antisémitisme et un antisionisme planétaire. J'espère que les Israéliens seront assez sages pour se maîtriser et réagir. On verra dans les semaines qui viennent. Je suis pour l'arrêt du conflit et la recherche de négociations. Mais on ne peut pas négocier avec des gens qui vous disent « ce que je veux, c'est votre mort ». C'est pas possible. Non, mais c'est ce que dit d'ailleurs Frédéric Ancel qu'on vient de croiser, c'est qu'effectivement, du mal, chaque fois qu'il y a eu des pourparlers ou des négociations, c'est toujours après les pires catastrophes dans le conflit israélo-palestinien. Néanmoins, cette fois-ci, on a de la peine à voir d'où elle pourrait émerger, cette paix.
C'est au cœur de l'obscurité que commence la lumière, là comme ailleurs. Et il y a aujourd'hui des négociations vers le meilleur qui sont prometteuses. Mais la radicalité porte néanmoins de part et d'autre. Et d'ailleurs, vous avez fait un tweet pour accuser Benjamin Netanyahou récemment. Il y a eu une déferlante de haine contre vous. Le lendemain, vous avez fait un tweet pour accuser le Hamas. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a de la place encore pour le moyen, pour le centre, pour le pacifisme? Je reviens à ma première question. Le pacifisme n'est pas un bon mot. Pour une vision, disons, plus tempérée, modérée. Non, pour une vision rationnelle. En géopolitique, c'est pas le rationnel, c'est que la vie ne sera vivable pour les gens de cette région que quand il y aura un État palestinien à côté d'un État d'Israël. Or, ceux qui ne veulent pas de l'un et de l'autre créent le pire, comme les Français en Algérie qui ont créé le pire en créant l'OS, et comme le FLN qui a fait du terrorisme extrême pour chasser les Français d'Algérie. On a vu ce que ça a donné. Aujourd'hui, les gens qui mènent la politique du pire savent très bien. Ceux en Israël qui mènent la politique du pire, les extrémistes veulent chasser les Palestiniens pour avoir toutes les terres, et les Palestiniens, ceux des Palestiniens qui mènent la politique du pire veulent... Mais en réalité, je connais beaucoup de Palestiniens qui veulent la paix, je connais beaucoup d'Israéliens qui veulent la paix, qui veulent la coexistence. Il y a énormément d'initiatives communes. Il fut un temps... Moi, un jour, j'ai déjeuné à Jérusalem avec le Premier ministre d'Israël, et j'ai dîné le soir même avec Arafat à Gaza. Donc c'est possible, et ça reste possible. Je crois que après cette tragédie, quand les barbares des deux camps, les barbares du côté palestinien, du côté du Hamas, pas du côté du Palestinien, et le gouvernement incapable, corrompu et criminel actuel d'Israël seront partis, on aura des gens de raison, des démocrates dans les deux camps, et que la paix aura lieu. On parlait tout à l'heure de la Suisse qui essaye de maintenir sa position de neutralité à l'intérieur de l'Europe, dans le monde. Est-ce que ça, c'est quelque chose de tenable? Est-ce que la Suisse peut encore, dans les années à venir... Je ne veux pas me prononcer là-dessus. On voit beaucoup se réserver une neutralité. On sait que la Suède vient d'intégrer l'OTAN. Voilà. La Suisse est un pays mystère parce que c'est un pays qui a une marine alors qu'elle n'a pas d'accès à la mer. C'est un pays qui a une grande puissance industrielle au milieu de nulle part. C'est fondé sur une qualité majeure, c'est le travail. C'est le travail qui fait la puissance suisse. La neutralité, je ne crois pas que ce soit un atout particulier, mais ça, c'est une décision politique suisse. C'est un tabou. Oui, je pense que la Suisse aurait intérêt à rejoindre l'Union européenne. J'ai toujours pensé que si la Suisse n'entrait pas dans l'Union européenne, c'est pour la même raison que nous, Français, nous avons voulu l'Union européenne. C'est mon jugement et je dis avec respect pour les décisions des Suisses qui n'ont aucune raison de respecter mon point de vue. Mais je pense que beaucoup de Suisses ne veulent pas entrer dans l'Union européenne parce qu'ils ont peur de la puissance allemande. Et qu'au contraire, nous, Français, nous avons voulu faire l'Union européenne justement pour faire des choses avec les Allemands et éviter une superpuissance allemande qui nous serait hostile. Non, mais très prosaïquement, aujourd'hui, les Suisses ne veulent pas être dans l'Union européenne parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont beaucoup plus riches en étant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'Union européenne qui voit son pouvoir d'achat baisser. Je ne vois pas son pouvoir d'achat baisser, c'est pas exact. Il y a une croissance qui reste en Europe, c'est pas exact. Le pouvoir d'achat des Européens continue à augmenter, c'est pas exact. Non, mais celle des Suisses aussi, mais un petit peu moins vite. Les Suisses sont une sorte d'anomalie historique, anomalie géographique, et c'est très bien assis. Elle a choisi les grands secteurs de l'industrie de l'économie de la vie, la pharmacie, les industries de précision, elle est dans les très bons secteurs. Elle a parfois construit sa puissance sur des turpitudes, avec le secret bancaire, mais maintenant, il lui appartient de montrer qu'en mettant fin à ces turpitudes, elle peut rester une grande puissance. Ce n'est pas encore certain, l'histoire le dira. Oui. Alors, vous citez effectivement la pharma comme une industrie de la vie. En même temps, dans votre livre d'anticipation, les méchants, ce ne sont pas ceux qu'on croit, ce sont les sombres, que vous appelez les sombres, enfin vos personnages appellent les sombres, qui se tapissent, qui sont ce que les complotistes appelleraient justement cette armée des ombres, qui sont dans la finance, qui sont dans la pharma aussi beaucoup. C'est pas un peu paradoxal, non, justement, Jacques Attali, de dire ça? Les personnages du roman, au début, pensent que les sombres sont des gens.
et qu'il suffit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'aller tuer les dirigeants pour changer les choses. Ben, c'est pas vrai, ça change rien. Et quand on lit le roman, en tout cas quand on va jusqu'à la fin, on s'aperçoit que les sombres, c'est pas ça du tout. C'est un système. Voilà. En même temps, vous, c'est un reproche qu'on vous a beaucoup fait, hein, comme à Klaus Schwab ou comme à George Soros, les complotistes, la fachosphère, comme on l'appelle, vous a beaucoup pris pour cible, comme étant cet homme de l'ombre, justement. Je ne suis pas dans l'ombre du tout. J'ai toujours dit que j'avais eu le grand privilège d'être le conseiller de François Mitterrand, qu'ensuite je mène une carrière internationale, je suis conseiller de personne, en tout cas d'aucun président français. Il se trouve que je connais certains, mais ils ne me doivent pas leur carrière, je ne suis pour rien dans ce qu'ils font. Je suis parfois d'accord, parfois pas d'accord. Je le dis en public ou je le garde pour moi, mais je n'ai aucune influence sur la conduite de la politique française. Et je n'en ai pas eu depuis que j'ai quitté l'Élysée. Et l'antisémitisme là-dedans? C'est une des dimensions qui existent. Il y a plusieurs formes d'antisémitisme. Il y a un antisémitisme qui se mélange avec l'antisionisme. Il y a un antisémitisme profond que j'explique très souvent en disant que ça tient à l'ingratitude parce que l'histoire a mis le peuple juif en situation d'apporter au monde différentes choses et qu'on leur en veut. On en veut toujours aux gens qui vous ont apporté quelque chose parce qu'on veut se prouver à vous-même, à soi-même qu'ils n'y sont pour rien. Donc on déteste ceux à qui vous ont été utiles. L'antisémitisme est est un signe de la barbarie. Quelqu'un disait très justement quand les Juifs sont attaqués, on regarde ça de loin. Quand ils ont été martyrisés, on ne se rend pas compte que nous sommes, nous qui ne sommes pas juifs, les prochaines victimes. Il faut toujours prendre le retour dans l'antisémitisme comme un mauvais signe pour tout le monde. Alors il nous reste quelques minutes. Je vous propose de les consacrer à quelques prédictions de Nostratali. Donc Donald Trump, à la fin de l'année, sera élu président des Américains? À l'heure où nous parlons, c'est très probable. Mais ce n'est pas certain, c'est la beauté de la politique. Prudence, quelques cautèles. Marine Le Pen sera-t-elle présidente des Français? Je ne le crois pas. Vous ne croyez pas? Non, je pense qu'aujourd'hui elle est favorite, mais premièrement, en France, personne n'a été élu président quand il était favori 3 ans avant, jamais. Et deuxièmement, il va se passer beaucoup de choses d'ici là. Qui de Jordan Bardella ou de Gabriel Attal sera un jour président? Moi, ce qui m'intéresse, c'est les programmes. Les personnes qui se manifestent simplement par la rage, pour leur capacité de communication, ne m'intéressent pas. J'attends de voir les programmes. Et comme ça, au feeling, est-ce qu'il y a un des deux que vous verriez président? Mais le feeling ne m'intéresse pas. Alors, ce qui m'intéresse, en relation avec la volonté et le sens de l'histoire. Je vous ai répondu avec précision. Chaque mot que j'ai dit comptait pour moi. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas les personnes, ce n'est pas les gens qui se manifestent par leur rage, pour leur capacité à communiquer. C'est les programmes. J'attends les programmes d'eux et des autres. Et pour l'instant, je ne les vois pas. Vladimir Poutine, pour combien d'années en a-t-il encore? Vous savez, j'ai 2 maîtres à penser en politique. L'un, c'est Marx, parce que Marx donne les tendances longues. Et l'autre, c'est Shakespeare, parce qu'il vous dit les complots, les conflits et les assassinats. J'ai eu le privilège de très bien connaître Gorbatchev. Gorbatchev est arrivé au pouvoir à la suite d'une succession d'événements totalement improbables. La mort de Brejnev, remplacé par Andropov, atteint d'une tumeur au cerveau, qui meurt, remplacé par Tchernenko, qui meurt très vite. Gorbatchev fait un coup d'État et prend le pouvoir. Improbable. Et il a changé le cours de l'histoire. Donc Poutine mourra peut-être dans son lit dans 20 ans au pouvoir, ou autrement, bien avant. Mais ce que vous montrez aussi, c'est que ces hommes s'inscrivaient dans des mouvements d'histoire et que l'acteur fait, mais ne fait pas autant que ce qu'on peut imaginer. Vous avez raison. C'est pour ça que je dis à Shakespeare et Marx. Le vrai maître de l'histoire, c'est Marx. Marx, le théoricien, pas le marxisme. D'ailleurs, Marx n'était pas marxiste. Le théoricien de l'histoire. Mais il y a parfois des dérivés, des sorties de route en dehors des tendances. La tendance longue, c'est la démocratie et la liberté. Hegel et Marx, qui n'étaient pas d'accord sur beaucoup de choses, nous disaient tous les deux. La tendance longue, c'est la liberté. Parfois, il y a des périodes sombres qui viennent l'empêcher, mais pas longtemps. La Russie va-t-elle s'effondrer dans les années à venir? La Russie deviendra une démocratie et rentrera dans l'Union européenne. Je vous remercie beaucoup, Jacques Attali. On va représenter encore une fois vos livres. Donc, ça, c'est le livre d'analyse et aussi de conseils
très intelligent, Le monde mode d'emploi, et l'autre, le livre d'anticipation qui lui fait merveilleusement écho et qui s'appelle Bienheureux soit notre monde, évidemment très ironique. Merci beaucoup pour votre participation et bonne rentrée.